Les cryptos de la finance décentralisée commencent à monter très très joliment et je me demandais lesquelles sont les plus intéressantes à acheter maintenant pour du trading à horizon court terme quelques jours ou quelques semaines et également lesquelles sont les plus intéressantes à acheter maintenant pour un investissement à plus long terme avec celles qui ont le plus de potentiel. Donc j'ai fait un tableau pour les comparer avec de nombreux métriques que je vais vous présenter, mais tout d'abord on se la joue à l'américaine et je vous montre le résultat final. Alors voici les gagnants et les perdants après avoir analysé 38 cryptos de la finance décentralisée. Nous avons dans les gagnants AAV, Synthetix, 0x, Polkadot, Kyber Network, Earn Finance et REN. Et dans les perdants, Solana, Swipe, Meta, Bella Protocol et Reserve Rights. En regardant d'un peu plus près, vous voyez qu'il y a deux sous-totaux. Il y a la note très impactée par le prix, qui est intéressante pour les opérations à plus court terme, et il y a la note peu impactée par le prix qui montre que ce sont des cryptos très solides et qu'on peut garder pour le plus long terme. Donc si on regarde sous cet angle-là, les meilleurs pour le long terme sont Synthetix, AAV, Polkadot et Yearn Finance. Tandis que celles qui sont intéressantes parce que le prix est actuellement intéressant, c'est 0x, Kyber Network et REN. Et je dois dire que personnellement, je suis particulièrement motivée par Yearn Finance parce qu'il est 45e dans le rang du market cap et franchement, il devrait être plus haut. Et d'ailleurs, AAV et Synthetix, qui sont 28e et 25e, eux aussi, ils vont probablement grimper encore un peu dans le market cap. Donc si l'ensemble des cryptos montent, ceux-ci vont probablement monter encore plus. Et maintenant passons à la question la plus intéressante, c'est comment obtenir ces chiffres. Je vais vous montrer chaque métrique, je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer comment le trouver vous-même. C'est parti. Alors, d'abord la première question, comment j'ai sélectionné les 38 cryptos que j'ai analysés? Parce qu'évidemment, il y en a beaucoup plus que 38. Et pour ça, j'ai utilisé les index. Donc, j'ai sélectionné les trois principaux index, le FTX, le Binance Index et le DeFi Pulse Index. Et j'ai tout simplement pris toutes les cryptos qui étaient dedans. À cela, j'en ai quand même ajouté 3 de mon initiative personnelle parce qu'elles étaient dans ma précédente étude et elles étaient vraiment les meilleures parmi toutes celles qui avaient l'étiquette DeFi. Et pour les sélectionner, j'ai pris la note, la liquidité, le fait qu'elles sont présentes sur DeFi Pulse, on en parlera tout à l'heure, et le fait qu'elles aient un value locked intéressant, on en parlera aussi tout à l'heure. Et donc parmi les 96 cryptos que j'ai analysés la semaine dernière, j'en ai sélectionné 3 pour les ajouter ici dans cette analyse. Le premier index est celui de l'exchange FTX, qui est très fort avec les produits dérivés, et on peut voir la composition de l'index sur le site de FTX, et on peut voir le cours de l'index sur CoinGecko, je vous mets les liens. En vert, j'ai mis les 20% des chiffres les plus élevés. Ensuite, j'ai mis l'index DeFi de Binance, qui est lui aussi un exchange très actif sur les produits dérivés. Et vous pouvez voir la composition de l'index sur le site de Binance, ainsi que son cours. Je vous mets les liens. La troisième colonne, c'est la DeFi Pulse Index, mise en place par TokenSet. Et là, c'est vraiment l'index de référence le plus sélectif et le plus respecté. Il y a même Coinbase qui l'affiche sur son site, alors que pourtant Coinbase ne le vend pas. Donc si vous voulez voir où on peut acheter cet index, de manière à acheter en une seule opération l'ensemble des cryptos qui sont dedans, vous allez sur CoinGecko, vous cliquez sur l'onglet Marché sur la page de cet index et vous pourrez voir tous les endroits où vous pouvez l'acheter et quelle est leur liquidité. Donc dans cette colonne, j'ai mis toutes les cases en verte. Déjà parce qu'il y en a moins et parce qu'il est très sélectif et très réputé. Ensuite, j'ai mis un point supplémentaire de couleur verte à toutes les cryptos qui se retrouvaient à la fois dans les 3 index. Et j'ai mis des cases de couleur rouge, donc moins un point, à celles qui ne sont dans aucun index. Ensuite, j'ai mis un point pour toutes les cryptos qui avaient été recommandées dans le rapport hebdomadaire Altcoin Report de Ivan On Tech, auquel je suis abonnée. Et il a toujours des excellents choix suite à des analyses approfondies, très bien expliquées. J'apprécie beaucoup ce rapport. Et donc, les cryptos qui ont fait l'objet de recommandations dans ces rapports, pour moi, méritent un point de plus. Ensuite, j'ai indiqué combien de points avait obtenu cette crypto pour celle qui était dans ma revue précédente, qui s'appelait 9 crypto prometteuse, stratégie pour bien choisir. Et là, j'ai pas pris le total final, j'ai choisi de prendre la note peu impactée par le prix parce que une semaine est déjà écoulée depuis ma revue précédente et donc c'est cette colonne-là qui reste la plus pertinente. Ensuite, j'ai été voir le nombre de paires sur TradingView parce que les investisseurs de finances décentralisées font beaucoup d'analyses techniques. Donc c'est très important d'avoir de bonnes informations disponibles dans TradingView qui est l'outil le plus utilisé dans ce cas-là. Concrètement, comment on voit les paires? Eh bien, il suffit d'ouvrir tradingview.com et dans la case ticker, taper ce qu'on cherche, par exemple AAV USD, tout collé. Il
il affiche une liste de propositions. Là, il faut faire attention de regarder seulement celles qui ont le mot crypto pour éviter les homonymes, parce qu'il pourrait très bien y avoir une action en bourse qui aurait un nom similaire. Et là, j'ai eu le plaisir de voir que toutes ces 38 cryptos avaient des paires dans TradingView, même la plus récente qui a moins de 2 semaines, c'est OneInch. C'était surtout ça que je voulais vérifier. Alors j'ai mis en vert les 20% qui ont le chiffre le plus élevé. Ensuite, toujours sur TradingView, j'ai été voir le niveau du RSI, Relative Strength Index, qui, par des formules mathématiques, aide à déterminer quelles sont les périodes où cette crypto est en surachat et les périodes où cette crypto est en survente. J'ai donc simplement relevé le niveau RSI actuel. J'ai mis les plus élevés, donc en surachat, en rouge et les moins élevés en couleur verte. Et tant que j'étais dans TradingView, j'en ai profité pour vérifier l'indicateur BSI auquel je suis abonné et qui aide à définir la trend, la tendance. Il est vraiment efficace pour définir les retournements de tendance, surtout en daily. Donc là, pour chaque crypto, j'ai repéré depuis combien de jours la trend est bullish, ça veut dire depuis combien de jours la tendance est vers un prix qui monte, et j'ai mis en vert tous ceux qui sont bullish, donc à tendance haussière, et en vert vif, donc ça veut dire 3 points au lieu d'un point, celles qui viennent de commencer depuis 1 ou 2 jours à être en tendance haussière, parce que là, ça veut dire qu'on est au début de la montée, ce qui est la situation la plus intéressante. Et puis j'ai mis en rouge celles qui sont bearish en ce moment sur cet indicateur, donc tendance baissière. Mais là j'ai laissé seulement un point parce qu'en fait ça peut se retourner n'importe quand. Donc il n'y a pas de problème. Ensuite, nous passons sur glassnode.com, qui est un outil qui permet de faire de la chain analysis. Et là, pour cette revue, j'ai choisi un métrique qui s'appelle Percent of Supply Held by Top 1% Addresses. Ça veut dire la quantité que possède le 1% des adresses les plus riches de cette crypto. Si on prend par exemple AAV, on prend les plus gros comptes de AAV et on prend seulement le haut du panier, 1%. Et donc, ces 1% de plus gros comptes, eux tous ensemble, possèdent combien de AAV? C'est ça le calcul. Et Glassnode a fait ça vraiment bien parce qu'ils ont réussi à éliminer autant que possible les adresses des exchanges, les adresses des fondateurs, pour que l'analyse soit vraiment pertinente. Et on peut voir que les gros comptes, d'une manière générale, sont des professionnels, sont bien informés et ils font des investissements sur une durée plus longue souvent. Et on observe un schéma assez fréquent, c'est qu'ils achètent au début de la montée et ensuite ils revendent dans le courant de la montée ou en haut de la montée. Et à qui est-ce qu'ils revendent? Aux petits investisseurs non professionnels qui eux achèteront beaucoup plus cher. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir si dans les semaines écoulées, ces gros comptes ont plutôt augmenté leur investissement ou au contraire l'ont diminué. Donc j'ai relevé les pourcentages au 5 décembre et au 5 janvier, je les ai comparés pour voir la variation. Vous voyez ici la colonne avec les prix du 5 décembre, ensuite la colonne avec les prix du 5 janvier, et là j'ai mis les 20% plus bas en vert et les 20% plus haut en rouge, parce que ceux qui sont déjà très élevés, proches du 100%, n'ont plus tellement de marge de progression. Et en plus, un chiffre bas indique une meilleure décentralisation au niveau de la répartition des fonds. Et dans la colonne suivante, alors là, vraiment, c'est le chiffre qui m'intéressait le plus, c'est la variation. Est-ce que ces gros comptes sont plutôt en train d'acheter ou non? J'ai donc simplement fait la soustraction entre les deux chiffres, et lorsque il est positif, c'est bullish, les gros comptes pensent que cette crypto va monter, et donc ils sont tous en vert. Et même les 20% plus élevés sont en vert vif, ils reçoivent 3 points chacun. Et ceux, au contraire, qui sont négatifs, sont en rouge et perdent 1 point. Et je voudrais en profiter pour faire un petit clin d'œil à Jonathan Novak, car c'est grâce à lui que j'ai découvert cette page sur le top 1% dans Glassnode. Alors je vous recommande d'aller visiter sa chaîne. Nous arrivons maintenant dans la rubrique DeFiPulse.com. C'est une référence incontournable en matière de finances décentralisées. C'est un agrégateur de données. Il rassemble de nombreuses informations utiles qu'on peut consulter en quelques clics. Mais en fait, en creusant, je me suis rendu compte qu'il avait finalement qu'une partie des cryptos de la DeFi, ce qui a un impact sur la découvrabilité et la mise en valeur des cryptos qui y figurent. Donc, celles qui figurent sur DeFiPulse.com gagnent 1 point et celles qui n'y figurent pas perdent 1 point. Ensuite, pour aller plus profondément, j'ai étudié la valeur immobilisée dans chaque crypto. C'est la colonne Locked USD. Une petite astuce, si vous voulez voir ces chiffres en quantité de tokens au lieu de les voir en dollars, de manière à avoir une courbe qui ne dépend pas du prix, il faut aller sur glassnode.com et chercher le graphique qui s'appelle Supply in Smart Contracts. Je ferme la parenthèse. Donc, je disais sur DeFiPulse, j'ai relevé la value Locked, j'ai pas mis de points pour celle-ci parce qu'elle m'a servi à faire le calcul de la colonne suivante,
suivante, qui est la value locked divisée par le market cap. Parce que c'est assez logique qu'une grosse crypto ait une plus grosse value locked. Donc cette division nous donne un chiffre et les 20% les plus hauts sont en vert et les 20% les plus bas sont en rouge. Et puis un autre paramètre intéressant en regardant la courbe de cette value locked, si elle croît, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de valeur dans le smart contract, et si au contraire elle décroît, ça veut dire que les investisseurs sont plutôt en train de retirer leurs billes, et donc c'est mauvais signe. Donc tout ce qui croît est en vert et tout ce qui décroît est en rouge. Nous arrivons maintenant à la rubrique stakingrewards.com. Il s'agit d'un site web qui est spécialisé dans la recherche des bonnes affaires pour les investisseurs qui veulent faire du staking, donc qui veulent bloquer des fonds dans une certaine crypto pour recevoir des intérêts en échange. D'abord, j'ai relevé le Adjusted Reward, qui est le taux de revenu annuel, donc les intérêts, mais qui a été ajusté par la dilution annuelle, c'est-à-dire l'inflation du réseau. Parce que si c'est une crypto qui est en train de créer beaucoup de nouveaux tokens durant l'année, ça dilue la valeur du token et il faut en tenir compte dans le calcul. Et là, j'ai mis les 50% des chiffres les plus hauts en vert parce que là, c'est un métrique très très important et carrément les 20% les plus hauts en vert vif parce qu'ils reçoivent 3 points chacun. Parce qu'un investisseur qui veut faire de la finance décentralisée, évidemment, ce qui va l'intéresser le plus, c'est qu'est-ce que ça va lui rapporter. Et le bénéfice qu'il peut en retirer par le staking est vraiment un métrique super important pour choisir une crypto plutôt qu'une autre. Et grâce à ce site, on peut voir où c'est qu'il y a des bonnes affaires à faire et ça peut vraiment beaucoup varier d'un jour à l'autre. Parce que s'il y a un smart contract qui manque vraiment de liquidité et qu'il y a peu de personnes sur le coup, et bien là, ça fait des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. C'est la loi de l'offre et la demande. S'il y a beaucoup de gens qui veulent emprunter et peu de gens qui veulent prêter, et bien ça fait monter les taux d'intérêt. Et puis je me suis intéressée aussi au pourcentage total des tokens qui sont actuellement bloqués en staking par rapport au nombre de tokens disponibles. Parce que plus les tokens sont bloqués, moins on peut les mettre en vente. Et donc ça fait baisser la pression à la vente et ça fait mécaniquement monter le prix. Donc là, les chiffres les plus élevés reçoivent carrément 3 points chacun. Parce que ça a un énorme impact sur le prix. Et puis finalement, sur ce même site Staking Rewards, ils ont un score qui est propriétaire, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre méthode de calcul savamment étudiée pour évaluer l'attractivité de cette crypto, à la fois au niveau des critères pour investir et au niveau des critères pour faire du staking. Donc là, j'ai mis les 50% plus élevés en vert, les 20% plus élevés en vert vif pour qu'ils reçoivent 3 points et les 20% moins élevés en rouge pour qu'ils reçoivent moins 1 point. Et ensuite, nous arrivons sur le site de tokenmetrics.com que j'apprécie beaucoup, j'y vais tous les jours. C'est une mine d'or pour trouver les bonnes affaires, que ce soit à court terme ou à long terme. Et pour cette revue concernant la finance décentralisée, j'ai choisi la note de la technologie. Nous avons ici les 20% plus hauts en couleur verte et les 20% plus bas en couleur rouge. Ensuite, toujours sur Tokenmetrics, j'ai relevé le Quant Grid Quarterly. Ça veut dire l'évaluation des probabilités de profitabilité. Et là, on peut choisir par jour, par semaine, par mois, par trimestre et par année. Pour cette étude, j'ai choisi le score par trimestre. Et de nouveau, les plus élevés sont en vert et les plus bas sont en rouge. Nous arrivons ensuite à la rubrique de coinmarketcap.com. En fait, je dois dire que je préfère coingecko.com, mais là, j'avais sous la main la facilité d'importer les données de CoinMarketCap par leur API pour éviter de tout saisir. Donc, j'ai mis d'abord le market cap en millions, c'est-à-dire le prix multiplié par la quantité, les plus élevés en rouge et les plus petits en vert. Pourquoi, me demanderez-vous? Merci d'avoir posé la question. Eh bien, parce que le pourcentage de gain est plus grand chez les petits market cap, parce qu'il faut moins de masse monétaire pour faire bouger le prix. Mais attention, évidemment, plus le projet est petit, plus il est risqué. Donc après, il faut avoir une saine gestion des risques au niveau des pourcentages qu'on investit lorsque c'est plus ou moins risqué. Ensuite, j'ai indiqué la liquidité. C'est une information qui n'est pas disponible sur MarketCap, mais il suffit de faire une division du volume de transactions en 24 heures par le MarketCap et ça nous permet de comparer les deux. Parce qu'évidemment, sur une très grosse crypto, il y aura beaucoup plus de millions qui vont faire l'objet de transactions en une journée que sur une petite crypto. Donc c'est intéressant de voir ce chiffre proportionnellement. Les investisseurs dans la DeFi sont particulièrement sensibles à la liquidité parce qu'ils ont besoin que leurs ordres s'exécutent de manière efficace et sans faire bouger le prix. On appelle ça le slippage, lorsqu'on donne un ordre à un endroit où il y a de petits volumes et notre ordre fait bouger le prix, évidemment dans le sens qui ne nous arrange pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner une astuce. Sur coingecko.com, dans l'onglet marché, regardez, il y a les colonnes plus 2% de profondeur et moins 2% de profondeur. Et avec ça, on peut voir quelle plateforme a un carnet d'ordre bien fourni qui peut absorber votre transaction sans faire bouger le prix. Et ça, on le voit pas sur CoinMarketCap. Voilà, sur cette colonne de la liquidité,
inversé. Les plus liquides sont en vert, les moins liquides sont en rouge. Ensuite, le pourcentage d'augmentation sur les 7 derniers jours, il n'y a aucun chiffre négatif. Ce qui est quand même remarquable, hein. Donc ici, j'ai mis en rouge les chiffres les plus élevés, parce qu'ils ont déjà beaucoup pumpé, et j'ai mis en vert les chiffres les moins élevés, parce que c'est là où on a le plus de chances d'arriver au début de la montée. Dans la colonne suivante, j'ai indiqué la plateforme. La plupart sont sur Ethereum. C'est normal, hein. Franchement, c'est là où il y a l'argent en ce moment. Et puis, il y en a quelques-unes sur Binance Coin. Et même si c'est un handicap de ne pas être sur Ethereum, Binance soutient vraiment bien les cryptos qui sont dans son écosystème. Et Binance a un panel de clients dans la finance décentralisée qui est vraiment très étendu. Donc, j'ai laissé neutre Ethereum et Binance, mais j'ai pénalisé en rouge ceux qui sont sur d'autres plateformes qui ne sont pas compatibles. Parce que du coup, ça n'est pas là que se trouve l'argent des investisseurs. Donc c'est plus difficile de faire venir du monde là-dedans. La colonne suivante indique à quelle date a débuté cette crypto. Et là, j'ai pénalisé les plus anciennes. Ce qui peut sembler surprenant, mais en fait c'est parce que les anciennes cryptos sont pénalisées parce qu'elles sont en retard au niveau du cas d'utilisation et au niveau de la technologie. Et c'est un monde qui évolue très vite. Le code est en open source, on utilise des briques qui existent déjà, on construit des nouvelles fonctionnalités par-dessus que tout le monde peut voir en open source et rebelote. Et bien sûr, une ancienne crypto peut évoluer, mais elle part quand même avec un handicap. Et à l'inverse, les cryptos les plus récentes sont sous les feux des projets. C'est pourquoi j'ai mis OneInch en couleur verte. Ensuite, nous arrivons sur des informations que j'ai tirées de CoinGecko.com. Alors, il y a le pourcentage d'écart entre le prix le plus haut et le prix actuel. Donc, il faut regarder dans la colonne de droite la rubrique qui s'appelle niveau record. Mais malheureusement, il arrive assez souvent que ce chiffre ne soit pas pertinent parce que sur les tout premiers chiffres de la mise en vente de cette crypto, il y a un processus de price discovery, donc découverte du prix, où ça va un peu dans tous les sens et ça se stabilise après quelques jours. En plus de ça, on a rencontré un problème ces derniers temps avec des robots qui achètent immédiatement au lancement pour faire monter le prix très haut. Donc ils achètent au début de la montée pour créer du FOMO, Fear of Missing Out, donc des gens qui se disent « Oh mon Dieu, je suis en train de louper le train, c'est super important, il faut vite que je l'achète, elle est déjà haute, mais tant pis, je l'achète quand même. » Voilà, et donc les robots achètent au début de la montée et revendent quand c'est bien cher. Et ça, c'est un problème qu'on a rencontré sur plusieurs cryptos qui n'avaient franchement pas bien géré leur lancement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai chaque fois ouvert la courbe en entier, j'ai vérifié si le problème s'était produit et si oui, j'ai enlevé du calcul les 2 premières semaines juste après le lancement pour éviter d'avoir cette pointe qui fausse le pourcentage. Et donc les cryptos concernées sont celles qui sont en italique. C'est celle où j'ai dû recalculer le pourcentage. Alors là, j'ai mis en rouge les petits pourcentages et en vert les gros pourcentages. Pourquoi ? Parce que pour les investisseurs, un écart élevé entre le prix actuel et le plus haut historique augmente le sentiment de bénéfice potentiel. Et à l'inverse, si on est proche du plus haut, ça représente une résistance au niveau de l'analyse technique. Ça peut être un obstacle sur lequel le prix va rebondir et redescendre, ou alors au moins ça peut être un obstacle qui va ralentir la progression du prix. C'est pour ça que les petits pourcentages sont en rouge et les gros pourcentages sont en vert. Ensuite, j'ai été cliquer sur le sous-onglet développeur pour aller voir le nombre d'étoiles sur le GitHub de la crypto. Donc les étoiles sont mises par des visiteurs qui apprécient particulièrement telle ou telle rubrique et qui veulent pouvoir la retrouver un peu comme s'ils la mettaient dans leurs favoris. Et pour un projet, c'est très prestigieux au niveau technique, plus il a d'étoiles, plus son code est considéré comme intéressant. Et là aussi, l'affichage de CoinGecko n'était pas parfait. Donc, pour toutes celles qui avaient 0 étoile sur CoinGecko, j'ai été rechercher manuellement quel était leur GitHub. Et ça, en fait, c'est assez facile à trouver. Il suffit d'aller sur le site de la crypto et c'est généralement le mot GitHub ou le logo GitHub tout en bas de la page d'accueil. Ou alors, des fois, exceptionnellement tout en haut. Mais la plupart du temps, c'est tout en bas. Donc là, il y en a une petite dizaine pour lesquelles j'ai dû faire cette démarche et j'ai indiqué les bonnes adresses en commentaire. Peut-être que CoinGecko devrait me demander mon fichier Excel, ça leur serait utile. Bon. Ensuite, j'ai cliqué sur l'onglet marché et les 2 sous-onglets Perpetuals et Futures. Ça permet de voir les paires de produits dérivés. En anglais, on dit derivatives. Dans les Perpetuals, il s'agit de faire des paris sur l'évolution du prix futur de cette crypto et on achète l'option d'acheter ou vendre cette crypto à tel prix. Et quelqu'un d'autre fait le pari inverse et ce pari a une valeur. Les Futures, c'est exactement la même chose, mais avec une
une date limite. Par exemple, dans 3 mois. Je parie que AAV vaudra tel prix dans 3 mois. Et donc, je veux pouvoir l'acheter ou le vendre à ce prix-là, à ce moment-là. Donc là, j'ai simplement additionné le nombre de paires qui permettent de spéculer sur les dérivatifs. Mais je n'ai pas mis de point à ce niveau-là parce qu'évidemment, comme tout à l'heure, il est logique qu'une grosse crypto ait plus de paires qu'une petite crypto. Donc, j'ai de nouveau fait une division avec le market cap pour repérer où sont les écarts les plus intéressants. C'est dans la colonne suivante et j'ai mis en rouge les chiffres les plus petits et en vert les chiffres les plus grands. Voilà, je vous ai décrit toutes les colonnes et maintenant est venu le moment de regarder les totaux. J'ai sélectionné les 11 colonnes qui sont les plus sensibles aux variations de prix et variations de market cap et j'ai additionné les cases vertes et soustrait les cases rouges pour avoir la note du premier sous-total qui est très impacté par le prix. Et ensuite, j'ai sélectionné les 17 colonnes qui contiennent des critères qui sont peu impactés par le prix parce que ça, c'est une notation qui va perdurer dans le temps et ça fait l'objet du deuxième sous-total et finalement la note totale étant simplement une addition des deux. Dans le total final, j'ai mis toutes les cryptos qui avaient des couleurs dans la note totale. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelques points spécifiques qui ne sont pas forcément visibles dans le récapitulatif final. D'abord, je voudrais remarquer que la crypto BZX Protocol a un chiffre très élevé dans le premier sous-total. Elle a 7 points dans le sous-total très impacté par le prix. C'est carrément le deuxième meilleur score de cette colonne. Mais comme elle a un mauvais score au sous-total suivant, elle n'apparaît pas dans le récapitulatif final. Mais je voulais attirer votre attention dessus parce que c'est probablement un trade intéressant à court terme. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur la note de Uniswap dans la colonne peu impactée par le prix. Parce que Uniswap est très prometteur. Ils ont une excellente technologie, ils ont un branding solide puisque les investisseurs utilisent Uniswap au quotidien en tant qu'exchange décentralisé. Donc c'est vraiment une très bonne crypto. C'est juste que actuellement, sa seule fonctionnalité, c'est la gouvernance. Donc moi, je guette le moment où ils vont faire évoluer ce point parce que je pense que c'est une crypto intéressante sur le long terme. Voilà, je voulais préciser ça parce qu'elle n'apparaît pas sur le résultat final, juste pas. Et finalement, je voulais aussi attirer votre attention sur Matic Network et XDAI Chain, qui sont tous les deux des Layer 2 Solutions. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour faire des transactions avec des frais ridiculement bas. Et comme en ce moment, les transactions Ethereum sont très onéreuses, c'est un narratif qui va probablement avoir le vent en poupe ces prochains temps parce que ça correspond à une vraie nécessité. Donc vous pouvez voir que Matic a un très bon score dans la colonne peu impactée par le prix, donc ça c'est pour le long terme, et XDAI Chain a un très bon score dans la colonne très impactée par le prix, donc ça ce serait plutôt un trade à plus court terme. Voilà, j'ai fait le tour des points que je voulais soulever. Si vous souhaitez obtenir ce fichier Excel, je vous mets un lien dans la description, et si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses utiles, laissez un petit pouce bleu qui fait plaisir et abonnez-vous. Et tous mes vœux pour la nouvelle année.